En écoutant mon collègue policier que j'entendais pour la deuxième fois, qui est vraiment quand même qui tient un discours interpellant d'autant plus que moi j'ai envie de parler aujourd'hui d'un modèle quand même de traitement des problèmes au niveau judiciaire qui m'intéresse, qui implique différents acteurs. Mais quand j'entends évidemment les chiffres qu'il cite sur Charleroi, et le modèle projet pilote dont je voudrais vous parler, il est à Charleroi aujourd'hui, on s'aperçoit évidemment tout de suite du décalage entre... Tu as parlé de 10 000 peut-être potentielles personnes concernées sur Charleroi. Le projet actuellement de chambre de traitement de la toxicomanie à Charleroi, il concerne quelques dizaines de dossiers. Quelques dizaines. Et donc, ça m'incite évidemment, et quand je dis quelques dizaines, ça demande déjà beaucoup de moyens en termes budgétaires et en termes de moyens humains pour la justice et ceux qui collaborent autour, pour quelques dizaines de personnes, alors que l'ampleur du phénomène, on parle de milliers et de milliers et de milliers de personnes concernées. Et donc évidemment que la question qui se pose tout de suite, c'est mais où est au-delà de la question de la légalisation, qui est évidemment une question très importante, mais où est dans notre pays aujourd'hui une politique globale de prise en charge du phénomène avec tous ces aspects multifactoriels. Il y a évidemment un aspect de criminalité qui est présent, il y a évidemment des aspects de santé publique, il y a des tas d'autres aspects. On vit aujourd'hui dans un pays, et nous, maison de justice, je m'écarte une demi-seconde du sujet, mais c'est un exemple. On est dans un pays institutionnellement tellement compliqué qu'on s'aperçoit évidemment qu'une politique globale en la matière, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et donc, et ce sont les acteurs de terrain qui, quand même, de bonne volonté, ce qui est le cas ici, essayent, tant bien que mal, d'arriver à aider et à gérer une série de situations difficiles. Tant qu'on n'aura pas quand même davantage réfléchi à ça, c'est intéressant de voir que les politiques n'ont pas encore vraiment tout à fait compris le message que tout le monde leur adresse en la matière. Tant qu'on n'aura pas quand même une politique globale, multifactorielle, on n'aura aucune chance, effectivement, d'arriver à gérer ce phénomène. Alors, j'avais envie donc de vous parler, s'il faut pénaliser, donc on est plus ou moins tous d'accord sur le fait qu'il faut plus le faire, mais bon, à partir du moment où c'est toujours le cas, alors je trouve que le modèle qui est proposé par la Chambre de traitement spécifique à Charleroi est un modèle qui mérite d'être discuté. D'abord, à l'origine, ce sont des projets qui sont nés au Québec, qui sont nés en Flandre aussi, à Gand et à Anvers. Et puis du côté francophone, il y a un magistrat motivé quand même à Charleroi, qui est Étienne Davio, qui est venu nous trouver. Donc nous, l'expertise au niveau des maisons de justice, je peux vous assurer, mais ça fait 20 ans quand même que je travaille dans les maisons de justice, c'est pas si fréquent qu'un magistrat motivé vient nous trouver en disant « Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc ensemble ?» Et le truc ensemble, on le réfléchit au départ. Au départ, on réfléchit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait construire un modèle qui pourrait effectivement nous aider? Et on l'a construit dès le départ, donc les magistrats du siège et du parquet, les maisons de justice, et on a associé dès le départ les acteurs du soin à Charleroi, que ce soit Trampoline, Alter Ego, etc. Et on a réfléchi ensemble sur comment on pouvait imaginer un processus un peu différent de ce qui se fait aujourd'hui. Alors, donc, de manière classique, le parquet de Charleroi sélectionne une série de dossiers. On voit aujourd'hui qu'évidemment que le profil des personnes sélectionnées, ce sont des consommateurs problématiques, essentiellement quand même drogue douce,
qui multiplie aussi les addictions. L'alcool, souvent, se mélange à ça, avec une criminalité pas tout à fait celle que notre ami policier évoquait, liée à la vente pour sa consommation personnelle, liée aussi un peu à la culture de cannabis, pas à grande échelle, hein, à petite échelle. C'est un peu le profil. Il est arrêté, il passe devant la chambre, effectivement, en question, où on lui propose, où on lui dit dès le départ, si on était dans un dossier classique, le parquet dit, ah ben, dans ce dossier-là, je réclamerai telle peine, telle amende. Les amendes, en la matière, elles sont quand même élevées. On est vite à plusieurs milliers d'euros. La moyenne, ce sont les chiffres qui m'étaient cités, parce que j'en ai discuté hier. La moyenne des amendes est à 8 000 euros. Bah, on a entendu tout à l'heure, effectivement, les personnes concernées, ce ne sont pas des gens pour lesquels 8 000 euros, c'est une somme qui est facile à débourser. 8 000 euros plus une sanction, hein, qui peut être une peine de prison assortie de conditions, etc. Donc on donne les enjeux dès le départ, et puis on propose évidemment à l'intéressé de s'inscrire dans un trajet de soins. Il a un rendez-vous avec l'assistant de justice au moment du passage à l'audience, quelques jours avant, quelques jours après, selon les organisations. Et puis il a directement aussi un rendez-vous avec le centre de soins. L'assistant de justice, le centre de soins collaborent. Et alors la particularité, c'est que tous les mois, et c'est en ça évidemment que je dis que c'est un processus qui est lourd en termes de moyens humains, tous les mois, le justiciable en question repasse devant la chambre et on fait le point avec l'assistant de justice présent et avec le coordinateur du centre de soins au moment de l'audience. Tout le monde parle et tout le monde a la possibilité de dire, bah voilà, moi de mon point de vue, voilà la situation, comment elle évolue, positivement, négativement, en respectant, donc tout au début, quand les personnes du centre de soins ont dit ah ben nous, s'il nous dit qu'il a recommencé, etc., nous, on va rien dire, évidemment, dans le cadre de cette audience. Alors les magistrats, oh, comment... Et puis aujourd'hui, ces choses se passent, et donc, effectivement, il y a des éléments qui sont mis sur le tapis relatifs à la situation de l'intéressé, mais il reste la place pour évidemment pour le secret professionnel dans le cadre de la relation thérapeutique entre le centre de soins et l'ensemble du dispositif. L'assistant de justice, lui, n'a pas de secret professionnel à l'égard du magistrat. Évidemment, le magistrat n'en a pas. Et on évolue ainsi pendant l'année, à peu près, c'est 10 ou 12 mois, avec des situations qui évoluent globalement de manière très positive, les situations globales, je parle. Donc, on sait qu'on a affaire à des personnes, à un moment donné, ça va, à un moment donné, ça va moins bien, ça va mieux, et c'est accepté par tous les acteurs. Au terme du processus, si les choses se sont bien passées, si on a été jusqu'au bout, alors, effectivement, le magistrat reprend sa casquette classique de magistrat et il donne une peine qui est en général un sursis simple, éventuellement une mesure probatoire s'il y a lieu encore de poursuivre le suivi de la personne à travers des conditions à respecter. Et donc voilà, c'est un modèle qui est fort différent de ce qu'on pratique de manière évidemment habituelle. Alors, je posais la question il y a quelques jours à mes collègues sur qu'est-ce qui fait, parce que les résultats paraissent globalement, mais on parle donc, je l'ai dit, on parle de quelques dizaines de personnes. Les résultats, avec la population de ce profil-là, paraissent quand même très, très largement au-dessus de ce qu'on obtient de manière classique dans un suivi classique. Et donc il y a quand même cette relation privilégiée qui se crée entre l'assistant de justice, la personne du centre de soins et le justiciable.
rythmé évidemment par les audiences qui, quelque part, les audiences viennent aussi, et c'est en ça que c'est intéressant aussi on parle de dépénalisation, etc. Donc, moi je le dis de manière claire, hein, nous on est favorable à ça, mais à un moment donné, on voit quand même que le passage de manière systématique tous les mois devant la Chambre, devant les magistrats, en quelque sorte, soutient quand même la démarche, soutient le processus. Il y a d'autres choses, hein, il y a tout un processus de sevrage qui est mis en place, etc. Vous connaissez ça mieux que moi, CBD est utilisé, mais quand même, le processus judiciaire, là, est plutôt soutenant à l'égard du justiciable qui veut évoluer et qui veut avoir une consommation plus responsable ou diminuer ou supprimer totalement sa consommation. Et donc c'est quand même un élément qui mérite d'être réfléchi sur l'aspect, dans ce cas-là, l'aspect contrainte, parce qu'on est quand même dans l'aspect contrainte, peut effectivement soutenir un processus de changement. Alors, je dis que ça se passe assez bien au niveau quantitatif, au niveau qualitatif. Par contre, il y a quand même quelques échecs retentissants, et les échecs retentissants concernent beaucoup, je regarde ma collègue de gauche, les personnes qui sont incarcérées. Et là, donc, il y a eu quelques tentatives, effectivement, avec des personnes qui étaient sous mandat d'arrêt, et de leur proposer donc le passage par la chambre de traitement de la toxicomanie, libération, et là, il y a un ou deux dossiers qui évoluent de manière globalement positive, mais c'est très faible. La plupart des dossiers s'arrêtent très très vite, ils disparaissent dans la nature, effectivement, on en revient au scénario évoqué tout à l'heure. Et certains tiennent le discours en disant moi, aller dans un centre de cure, en fait, je suis mis en prison. En prison, globalement, j'ai plus ou moins tout ce que je veux. Je trouve assez facilement les produits dont j'ai besoin. Centre de cure, on m'interdit de fumer, je peux plus rien prendre, etc. Et donc, tant qu'à faire, je vais à fond de peine. Et puis voilà, quand je sortirai, je serai tranquille. Et en même temps, ce discours-là, on l'entend beaucoup aussi au niveau des décideurs, ce qui incite certains, donc il y a des projets qui existent au sein du gouvernement fédéral, de dire, si c'est comme ça, on va instaurer un suivi obligatoire après la peine. Donc on tombe dans, évidemment, des choses qui n'existent pas dans notre pays, qui existent dans les pays voisins, et qui ne font évidemment qu'accroître ce qu'on connaît bien en criminologie, l'inflation pénale permanente. On croit mettre des alternatives qui sont en fait de fausses alternatives. On se retrouve évidemment avec de très nombreuses personnes qui sont sous le joug pénal de manière globale. Donc quand même succès au niveau du profil quand il n'y a pas passage par la case prison. On a quand même un immense travail, mais peut-être qu'on y reviendra après l'intervention de ma collègue, sur les personnes qui sont incarcérées. Je parlais tout à l'heure des problèmes institutionnels, donc les maisons de justice gèrent le suivi des personnes libérées. Nous octroyons des subventions à des ASBL, l'aide aux détenus, l'aide aux justiciables, qui vont faire un travail en prison, travail peu reconnu, peu valorisé. Et à l'intérieur des prisons, il y a les services psychosociaux qui, eux, dépendent du ministère de la Justice, donc pas de la fédération, avec lesquels les collaborations existent. Mais là non plus, il y a aucune réflexion globale sur la préparation à la sortie de prison. Évidemment, on s'étonne après qu'il y a beaucoup d'échecs. C'est logique quand on voit le peu de réflexion qui est menée et le peu de politique globale qui est menée aussi en la matière. Alors, je sais pas si j'ai encore j'ai encore. Juste, donc, ce modèle-là, il me paraît intéressant. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral
est en train de faire voter une loi qui s'appelle une loi sur les trajectoires réparatrices, qui effectivement va quelque part permettre le développement de ces chambres de traitement de la toxicomanie. Ça pourrait être utilisé, ces trajectoires réparatrices, pour d'autres problèmes. On pense évidemment, par exemple, à tous les problèmes d'alcool dans les infractions de roulage, aussi aux situations de violence conjugale, pour être utilisé pour ce modèle-là. Évidemment, ça peut être intéressant de pouvoir l'étendre à d'autres arrondissements qu'à Charleroi, avec la question évidemment fondamentale qui est il faut beaucoup de moyens pour pouvoir effectivement traiter ces dossiers-là. Où sont ces moyens, et les faibles moyens qu'on a, est-ce qu'on veut les consacrer à ça ou est-ce qu'on veut les consacrer à d'autres choses? Vous avez dit tout à l'heure, 80% au niveau judiciaire et puis 10 ou 15% au niveau du secteur des soins. Est-ce qu'on veut continuer dans ce sens-là? Si on continue dans ce sens-là, effectivement, il n'y aura pas de budget pour tout le monde. Donc c'est vraiment une réflexion